Bonjour à tous, pardon, le direct vient de démarrer. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin, donc pour un webinaire sur la thématique de la réduction des déchets. Ce matin, donc aujourd'hui, nous avons donc trois invités. Too Good To Go, Pandobac et Love Your Waste. On va attendre juste quelques instants que tout le monde se connecte avant de démarrer. Voilà, je vous propose, je pense que tout le monde a réussi à se connecter. Donc, je me présente, Ariane Vory, je travaille donc pour le groupe MAPAL. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce webinaire. Nous avons pensé à faire ce webinaire sur la réduction des déchets, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine est la semaine européenne donc, de la réduction des déchets. C'est un temps fort de mobilisation et de sensibilisation. Le but étant bien sûr d'essaimer les bonnes pratiques de prévention des déchets et de l'allongement de la durée de vie des objets. C'est un événement donc, qui a lieu chaque année, du 20 au 28 novembre cette année, et donc qui est coordonné en France par l'ADEME. Donc, pour le sujet de la réduction des déchets, nous avons donc invité des experts, des gens dans l'écosystème qui travaillent sur ces problématiques-là. Donc, je les remercie au nom du groupe MAPAL d'être avec nous ce matin. Donc, pour ce faire, donc, il y aura Anaïs Ritterban avec nous, qui représente Pandobac, Guillaume Béliard de Too Good To Go et Jérôme Perrin, qui représente donc Love Your Waste. Donc, Jérôme Perrin semble avoir des difficultés avec sa connexion. On va donner l'honneur aux dames. Donc, je laisse la parole à Anaïs de manière à ce qu'elle puisse se présenter et présenter donc Pandobac. Merci Ariane. Bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Ritterban, cofondatrice de Pandobac. Donc Pandobac, qu'est-ce que c'est? En fait, on facilite la transition des emballages jetables vers les emballages réemployables. Donc, on accompagne les professionnels dans cette transition. Et ça passe par deux services. Donc, un service opérationnel où en fait on travaille notamment avec des fournisseurs de la restauration commerciale et collective pour mettre en place un service de bac réutilisable. Donc, on s'occupe de la location, du suivi, du lavage et de la collecte des bacs. Et on a également un service de conseil donc qui s'adresse notamment aux entreprises privées, mais également aux acteurs de la restauration collective pour accompagner vers la transition de contenants réemployables. Donc, on accompagne plusieurs acteurs de la restauration collective, notamment sur leurs enjeux d'emballage réemployable, que ce soit des petits contenants destinés aux convives ou aux bénéficiaires, ou d'autres aspects de la chaîne d'approvisionnement. D'accord, très bien. Guillaume, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Ravi d'être ici en cette semaine de réduction des déchets pour parler justement réduction des déchets. Donc pour ma part, je représente Too Good To Go et je suis en charge de la restauration collective. Donc Too Good To Go, on est un mouvement de réduction du gaspillage alimentaire. On accompagne beaucoup d'acteurs du secteur alimentaire sur notamment la valorisation des invendus ou des excédents encore consommables via les paniers anti-gaspi auprès des consommateurs sur notre application. Et on a également d'autres piliers d'action. On fait pas mal de sensibilisation grand public, sensibilisation auprès des jeunes aussi sur l'éducation, ou même des programmes avec les affaires publiques pour impacter différents sujets qui touchent au gaspillage alimentaire, typiquement la confusion sur les dates de consommation. Voilà, et puis d'autres études. On a une étude avec l'ADEME aussi sur la réduction du gaspillage par les buffets, par exemple. On pourra en parler plus longuement. Merci Guillaume. Je crois que Jérôme Perrin a des difficultés à se connecter ce matin avec nous. Alors, je vois qu'il revient. Également, je ne sais pas si vous entendez également un peu de friture lorsque Jérôme est avec nous. Rebonjour Jérôme. Je ne sais pas si peut-être en fermant peut-être votre caméra, ce sera mieux au niveau de la connexion.
Mais également, moi, j'ai un petit bruit de fond lorsque vous êtes connectés. Je ne sais pas si les autres intervenants ont également cette petite friture. Jérôme, vous nous entendez? Jérôme? Oui, je vous entends. Est-ce que je suis désolé, il y a eu des interruptions. Oui. Ah, nous avons perdu Jérôme. Bon, bah, écoutez, c'est les aléas du live, du direct. Ce que je vous propose, en attendant que Jérôme puisse nous rejoindre, c'est simplement en fait de rappeler donc ce webinaire donc aura une durée donc de 45 minutes. On prévoit bien entendu un temps d'échange pour pouvoir répondre à vos questions. La première partie sera sur un rappel rapide des chiffres sur les déchets qui sont générés en restauration collective. On passera dans une deuxième partie sur un rappel de la réglementation en France. Et bien sûr, nous passerons donc justement, le but de ce séminaire étant justement de pouvoir discuter, échanger ensemble des solutions pour se conformer justement à ces réglementations. Alors Jérôme, je vous redonne la parole de manière à ce que vous puissiez vous présenter et présenter donc Love Your Waste. Alors c'est très compliqué ce matin avec Jérôme. Je vous propose qu'on avance. On va voir quand est-ce qu'il peut nous rejoindre. Alors, une petite précision pour le temps d'échange à la fin de ce webinaire. Je vous invite à pouvoir poser vos questions dans l'espace de chat dédié. Il vous suffit simplement d'avoir un compte YouTube. Si vous n'en avez pas un, n'hésitez pas à en créer un. C'est très rapide et c'est gratuit. Alors, au niveau des chiffres, on sait que Too Good To Go est un acteur qui a les yeux rivés justement sur le gaspillage alimentaire. Je sais que vous faites beaucoup d'infographies chez Too Good To Go. Est-ce que vous pouvez nous donner, Guillaume, les derniers éléments chiffrés du gaspillage alimentaire en restauration collective? Oui, tout à fait. Donc, la restauration collective, pour remettre peut-être un petit peu de contexte sur l'activité, ça représente aujourd'hui 3,8 milliards de repas par an qui sont produits chaque année. C'est à peu près un quart, quasiment un quart de ce qu'on appelle la restauration hors foyer, qui inclut aussi les restaurants traditionnels, toute la restauration rapide, la restauration qui a lieu dans les hôtels ou même d'autres circuits alternatifs. Et donc, on estime qu'en termes de gaspillage alimentaire, pour la restauration hors foyer, la restauration collective représente à peu près 42,5%, donc une part un peu plus importante que le niveau d'activité. Et ça concerne autant la restauration collective qui est autogérée, hein, directement gérée par les acteurs de l'établissement, ou qu'elle soit concédée, c'est-à-dire faisant appel à l'expertise de prestataires comme on en a parmi nous aujourd'hui. Donc sur ce point-là, en termes de gaspillage, si on va sur la slide suivante, on estime qu'il y a à peu près 120 grammes en moyenne par convive, par repas qui sont jetés. Bien sûr, il y a des distinctions quand on parle de la restauration qui a lieu dans le milieu de la santé ou du médico-social, quand on parle de la restauration scolaire, où c'est aussi un petit peu plus fort, et c'est notamment la part des restes d'assiettes qui grandit, et un petit peu plus faible sur la restauration d'entreprise ou dans les administrations. Voilà, et quand on parle de ce gaspillage-là, de ce grammage, en fait, il y a aussi plusieurs catégories de sous-problèmes, on va dire, au gaspillage. Effectivement, il y a les restes d'assiettes, c'est-à-dire ce que le convive, pour des raisons X ou Y, ne va pas consommer, et qui pourtant correspond encore non pas juste à du biodéchet, mais bien à un aliment qui aurait pu être mangé. Mais il y a aussi le gaspillage qui intervient sur la production en cuisine, ou même du gaspillage qui intervient sur des denrées qui auraient été présentées en service et qui ne vont pas être effectivement servies directement aux convives. D'accord.
Anaïs, donc vous êtes davantage sur le contenant alimentaire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez également une visibilité justement de ce que génèrent en fin de compte comme déchets les emballages alimentaires en France? Alors, oui, il faut savoir que du coup, les emballages alimentaires, donc c'est assez vaste, puisque du coup, en fait, on retrouve des emballages sur absolument toute la chaîne d'approvisionnement de l'alimentaire, donc que ce soit en amont depuis les producteurs, puis ensuite sur les intermédiaires, et ensuite sur tout l'aval, donc pour la distribution, les barquettes individuelles, tous les différents contenants qui vont permettre d'amener les repas jusqu'aux convives et voire de les réchauffer, de les préparer, etc. Et donc, nous, chez Pandobac, on avait fait une estimation, parce que finalement, c'est assez compliqué d'estimer le gisement complet, mais on avait estimé que quotidiennement, c'est 3 millions d'emballages qui sont jetés, 3 millions d'emballages alimentaires qui sont jetés chaque jour en France. Et donc, pour donner un peu une représentation à ce que ça représente, c'est l'équivalent de 10 immeubles de 10 étages de déchets, si on les empilait tous, qui sont jetés chaque jour. Donc, c'est vraiment ce constat-là, nous, qui nous amène à se dire qu'il faut trouver des modèles différents pour pouvoir éliminer ou en tout cas fortement réduire ces emballages jetables. D'accord. Et donc là, ces emballages alimentaires, alors c'est vrai que moi, là, je tombe de ma chaise. 10 immeubles de 10 étages chaque jour. Donc ça, en fin de compte, c'est les déchets alimentaires en France dans la restauration, ou c'est la restauration plus peut-être je sais pas, des barquettes quand on va par exemple à la petite épicerie et puis prendre un petit plat tout préparé qu'on va mettre au micro-ondes parce qu'on n'a pas le temps de déjeuner et on mange devant son ordinateur au bureau, par exemple. Oui, alors c'est une vision globale, c'est pas limité uniquement à la restauration collective, c'est vraiment, mais c'est vraiment les déchets d'emballage. Donc mais c'est sur tout le domaine alimentaire. Mais donc effectivement, ça reprend la petite barquette individuelle qui a été achetée en restauration à emporter, et également donc ce qui est généré via du portage à domicile, via de la réchauffe dans des cuisines centrales. Voilà, ça englobe tout ça. D'accord. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas au niveau des gens qui sont avec nous ce matin. Alors, autant pour le gaspillage alimentaire, c'est vrai que en fait, ça fait quelques années qu'on a en effet des infographies régulières sur le sujet. Au niveau des emballages, moi, c'est la première fois en tout cas que j'ai ces données-là et je suis vraiment désagréablement surprise. Et donc, en fin de compte, voilà, je pense qu'on comprend d'autant plus que le législateur s'empare du sujet et finalement soit force de proposition pour alors contraindre les acteurs de la filière à agir, si on peut dire contraindre, parce que là, en fin de compte, on voit que c'est véritablement un fléau. Au niveau de la réglementation, Guillaume, sur justement la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc c'est vrai qu'il y a différentes lois qui existent. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel justement de la réglementation pour la restauration collective? Oui, effectivement. Alors, le grand changement au niveau réglementaire pour la restauration collective, ça a notamment été la loi Egalim qui récemment, qui est en fait un peu la translation de la loi Garot qui avait été créée en 2016 sur notamment les grandes et moyennes surfaces. Voilà, elle vient un petit peu instaurer un certain nombre de préconisations qui se ressemblent, notamment le fait d'interdire de rendre impropre à la consommation des excédents qui sont encore consommables, au même titre qu'on l'avait fait du coup sur les GMS, et aussi de demander du coup aux acteurs de la restauration collective de mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, en préconisant des mesures comme analyser justement le niveau de gaspillage par des campagnes de pesée, et puis mettre en place des actions derrière de correction. Et la petite spécificité aussi, c'est pour les établissements qui produisent ou qui servent plus de 3000 repas par jour, ou qui servent plus de 3000 couverts. Donc ça concerne beaucoup un certain nombre de cuisines centrales, notamment qui, dans le milieu scolaire ou de la santé, livrent un certain nombre d'établissements satellites chaque jour, ou aussi tout simplement des restaurateurs sur place
qui sert aussi voilà, plus de 3000 personnes. Là, il y a une obligation de proposer une convention de dons exactement avec donc, des acteurs de l'aide alimentaire, que ce soit la banque alimentaire, les Restos du Cœur, etc. etc. D'accord. Et puis récemment, on a donc aussi la loi AGEC qui remet un objectif national, réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025 par rapport au niveau de 2015, et qui du Ouais. coup reprend un petit peu cette tendance générale. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr que oui, 2025, heureusement, oui, par rapport à 2015, je pense que ça a déjà commencé à réduire. On le verra après avoir vu les solutions ensemble. Au niveau donc emballage, on le disait, Anaïs, donc là, en fin de compte, le volet réglementaire est un petit peu plus récent, mais on sent qu'il y a une véritable accélération au niveau de la réglementation pour les contenants alimentaires, Anaïs, hein. Oui, alors du coup, sur l'aspect réglementaire, moi, je vais revenir sur du coup, 2 lois récentes. Donc, il y a la loi Egalim qu'a cité Guillaume, où en fait, on a un enjeu de... en fait, c'est une approche sur du coup une alimentation saine et durable et en fait une réduction de l'usage du plastique. Et donc là, on parle de tous les plastiques, qu'ils soient jetables ou réutilisables. La loi Egalim, ce qu'elle vise, c'est du coup de réduire l'usage de ce plastique. Et il y a la loi AGEC qui, elle, vise une sortie du plastique à usage unique. Donc, parmi d'autres aspects, mais en tout cas, vraiment, j'approche ça sous l'angle emballage. Et donc, voilà, c'est un peu la façon de distinguer ces 2 lois. Donc, Egalim, sortie du plastique, et AGEC, c'est sortie du plastique à usage unique. Et donc, les conséquences que ça a sur la restauration collective, dans le cadre de la loi Egalim, c'est l'interdiction de l'utilisation des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique au profit de l'utilisation de matériaux inertes et durables. Donc, on parle notamment d'inox, de verre, et donc j'y viendrai après, mais il peut y avoir aussi éventuellement il y a un sujet sur la cellulose, mais il y a pas mal de controverses sur ce type de matière. Mais donc, du coup, sur la loi Egalim, donc là, cette interdiction des contenants en plastique pour la réchauffe et le service, c'est à partir du 1er janvier 2025. Et en fait, les conséquences sur les opérations des cuisines centrales. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que ça concernait le scolaire. Donc, c'est du coup à horizon 2025 pour le scolaire. Et donc, ça vient du coup bouleverser pas mal les modes de fonctionnement de la restauration collective et de la restauration scolaire en particulier, puisque du coup, il faut pouvoir trouver des alternatives à ces contenants qui soient considérés comme inertes et durables. Et donc aujourd'hui, le Conseil national de l'alimentation considère que on n'a pas assez de preuves sur le fait que la cellulose, donc qui est du jetable, est suffisamment intéressant. Et donc du coup, les autres matières inertes qui existent, c'est principalement l'inox et le verre, et c'est des contenants réemployables. Donc en fait, ça introduit la notion de contenant réemployable dans la façon de fonctionner des cuisines centrales, et de la restauration collective dans son ensemble. Et ça vient du coup bouleverser les modes de fonctionnement, et ça incite à du coup, ça nécessite de réfléchir à une façon complètement différente de fonctionner. De travailler, ouais, bien sûr. Exactement. Et sur la loi AGEC, du coup, donc qui, elle, interdit le plastique à usage unique, donc il y a eu plusieurs interdictions qui sont... il y a eu notamment une interdiction qui est déjà entrée en vigueur, donc au 1er janvier 2021, qui interdisait la distribution et la vente de couverts, touillettes, pailles en plastique jetables. Ouais. Mais il y a également, du coup, au 1er janvier 2022, donc ça arrive très très vite, l'obligation d'utiliser de la vaisselle réutilisable dans le cadre du portage à domicile des collectivités à partir de 4 livraisons par semaine. Donc là, on vient vraiment, c'est aujourd'hui le portage à domicile. Du coup, ça fonctionnait avec des contenants jetables qui étaient laissés chez les bénéficiaires. Et aujourd'hui, le fait de devoir passer à de la vaisselle réemployable, c'est un véritable casse-tête, puisqu'en fait, il faut trouver
non seulement les contenants qui vont pouvoir bien fonctionner dans les lignes de préparation des repas, mais il faut aussi penser à toute la logistique de distribution, mais de retour principalement. C'est ça qui pose un gros défi. Comment assurer le retour de ces contenants-là, assurer leur lavage et leur réutilisation. Et donc là aussi, ça vient pas mal bouleverser le secteur. Et toujours sur la loi AGEC, il va y avoir aussi, donc là c'est plus sur donc toujours pour la restauration, il va y avoir un élargissement du cadre des producteurs de la REP, donc c'est la responsabilité élargie des producteurs, donc c'est sur l'éco-participation. Donc ça, c'était initialement prévu pour 2022, mais c'est en train d'être repoussé a priori à 2023. Mais le fait que du coup, le fait de mettre sur le marché des emballages jetables, ça devienne de plus en plus sanctionné et de plus en plus cher, puisque du coup, il faudra payer une éco-participation pour les metteurs sur le marché. Et ensuite, bon, du coup, là, c'est plus sur la restauration commerciale, mais le fait de 1er janvier 2023, l'obligation de servir les consommateurs qui consomment sur place dans de la vaisselle réemployable également. Donc, ça vient pas mal perturber là plutôt les acteurs des chaînes de fast-food qui, en fait, utilisaient les mêmes emballages, que ce soit pour du surplace ou du à emporter. Là, ils vont devoir passer à de la vaisselle, donc avec les mêmes questions de comment on lave cette vaisselle et comment on s'assure qu'elle soit réemployée. Ok. Dernier sujet de ce rêve, il y a également, dans le cadre de la loi AGEC, des objectifs de mise sur le marché d'emballage réemployable. Donc, en fait, il y a vraiment une incitation à sortir du plastique à usage unique et le réemploi est clairement indiqué comme la solution idéale pour le faire. Voilà. Tout à fait. Non, c'est sûr qu'en fait, en tout cas, il y a une date, en tout cas, vraiment clé, c'est 2025. 50% de réduction du gaspillage alimentaire par rapport à 2015. Et puis, donc, 2025, les contenants en plastique bannis de la restauration collective publique. Alors, Jérôme nous rejoint et c'est parfait. Jérôme, alors j'espère que vous allez pouvoir rester avec nous de manière plus pérenne. Donc, Jérôme, alors non, Jérôme est reparti. On n'a vraiment pas de chance. Alors, c'est vrai que dans les commentaires, on a Sandra Estrade qui nous dit oui, a priori, par rapport au volet réglementaire, il n'y aura pas grand monde de prêt au 1er janvier. Et c'est vrai que là, je pense que l'arsenal réglementaire, couplé à ces 2 années de Covid, où le secteur de la restauration a été touché de plein fouet, je pense qu'en effet, c'est un très, 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 très gros challenge pour tout le monde, pour vraiment se conformer à la réglementation. J'espère que Jérôme va pouvoir nous rejoindre, puisque Jérôme devait nous faire un éclairage sur la réglementation au niveau des biodéchets. Même chose avec donc un volet de la loi AGEC qui traite du sujet, ainsi que la loi Grenelle 2. Alors, je ne sais pas si Jérôme va pouvoir se reconnecter avec nous ou pas. En tout cas, Jérôme, est-ce que vous êtes là ou pas? Pardon. Je voulais juste rebondir sur le commentaire de Madame Estrade sur le fait qu'effectivement, au 1er janvier 2022, notamment sur tout ce qui est portage à domicile et le fait qu'il faut passer en vaisselle réemployable, effectivement, il y a à peu près aucun acteur qui est prêt parce que du coup, les changements opérationnels que ça implique sont assez conséquents et donc l'adaptation des opérations se fait très progressivement. Ouais. Donc, au niveau du biodéchet, en fait, il y a deux choses à avoir en tête. C'est que la loi AGEC, en effet, en fait, elle vient rajouter, en fin de compte, une contrainte au 1er janvier 2023. Donc, les producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets auront eux aussi l'obligation du tri à la source des biodéchets et leur valorisation, alors que la loi Grenelle 2, en fin de compte, prévoyait 10 tonnes. Voilà, j'espère que Jérôme pourra revenir et nous donner davantage d'informations sur ce sujet-là. Je vous propose de passer, excusez-moi, à la 3e partie de ce webinaire sur la partie solutions.
puisqu'on voit en fin de compte que, au vu de la réglementation et puis des enjeux, bien sûr, qu'ils soient sociétaux ou environnementaux, la restauration collective, elle agit. On voit qu'en fin de compte, toute la loi existe depuis maintenant une dizaine d'années. Donc de toute façon, ils ont déjà commencé à se mettre en ordre de marche pour se conformer à la réglementation. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, il y a une accélération de la réglementation. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir véritablement vous donner des clés pour justement respecter cette réglementation, comment on s'adapte. Alors donc, Jérôme Perrin devait nous faire un éclairage sur la partie diagnostic, puisque c'est vrai que, bon, en l'occurrence, diminuer le gaspillage alimentaire, c'est bien. Mais la première étape, bien entendu, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans nos établissements. Donc, au niveau aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés telles que Love Your Waste qui proposent un accompagnement pour la réalisation d'un diagnostic. Également, Mapal avec donc la solution EasyList a aussi une solution logicielle pour mesurer ce qui est jeté dans les poubelles de manière à avoir en fin de compte une analyse quantitative du gaspillage. Mais beaucoup d'acteurs, dont Love Your Waste, ont également donc un volet pour quantifier de manière qualitative qu'est-ce qui arrive en fin de compte dans les poubelles, et que ce soit au niveau donc des cuisines, en fin de service ou dans les restes assiettes. C'est dommage que Jérôme ne parvienne pas à se reconnecter, puisque en fin de compte, Jérôme a vraiment, ils ont vraiment ce volet-là. Est-ce que peut-être, je sais que Guillaume, vous aussi faites beaucoup d'accompagnement sur le terrain. Peut-être voulez-vous compléter. Oui, alors tout à fait. Nous, donc clairement, on n'a pas une expertise sur la partie mesure ou analyse du gaspillage comme peuvent l'avoir Love Your Waste ou comme tu l'as cité, Ariane, certains bureaux d'études aussi qui font pas mal d'accompagnement sur des campagnes de pesée. Il y a aussi l'ADEME qui a mis à disposition, du coup, à l'ensemble des sites, des grilles d'évaluation ou des outils en fait pratiques pour que les sites puissent mettre en place des pesées avec des niveaux différents de complexité en fait, que ce soit dans le détail du tri par composante ou par zone de tri justement, pour que ça puisse aussi s'adapter un peu à chaque configuration du site et à chaque acteur. Mais donc oui, clairement, il y a voilà, les campagnes se multiplient. Les acteurs avaient déjà pour beaucoup mis en place ces pratiques-là avant, alors peut-être pas à une échelle aussi grande que ce qu'a permis aussi avec la loi Egalim le fait de le faire. Et puis nous, typiquement, on accompagne aussi avec l'ADEME et IFWC, International Food Waste Coalition. On accompagne une série de sites de restauration collective, commerciale, hôtelière, sur la mesure du gaspillage précisément sur ce qu'on appelle les denrées présentées en service, donc exposées aux convives ou aux consommateurs, et où on mène toute une série du coup de campagnes avec pour but derrière, voilà, une fois qu'on a identifié les différentes zones de gaspillage, de mettre en place des actions et de refaire des campagnes de pesée pour comprendre en fait la réduction qu'amène chaque action. Peut-être si effectivement Jérôme aurait pu en parler plus longuement, si tu veux, on peut peut-être enchaîner justement sur des éventuelles solutions derrière, une fois qu'on a mené ces campagnes de pesée, qui sont à disposition des sites pour réduire le gaspillage. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a la partie diagnostic au niveau donc du gaspillage. Également au niveau diagnostic justement emballage, peut-être sur la partie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une estimation? Est-ce que en fin de compte, Anaïs, est-ce que justement au niveau diagnostic, les établissements ont une idée de ce qui est jeté, ou non, en fin de compte, Alors, c'est là, pas évident d'avoir. Enfin, finalement, on peut avoir cette estimation, en fait, puisque
il suffit de calculer le nombre de repas qui est servi et le portionnage. Et en fait, ça va permettre d'avoir une notion de… Enfin, et même de façon encore plus évidente, c'est l'ensemble de l'emballage qui est acheté pour la restauration collective. Tout l'emballage jetable, par essence, fini jeté. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut… Enfin, ce qu'on peut évaluer, mais ça sera surtout dans les prochaines années, ça sera le gain du passage au réemploi et le déploiement au fur et à mesure, ce que ça va apporter en termes de réduction d'emballage jeté. Donc, l'enjeu sur l'emballage est plus à ce niveau-là. Ouais, de toute façon, c'est vrai que c'est ce qu'on disait. En fin de compte, la question de l'emballage va véritablement avoir des impacts énormes sur les processus organisationnels en cuisine. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'en effet, il y a déjà, en fin de compte, de nombreux restaurants qui commencent à s'équiper. Qui commence en fin de compte à s'adapter à tout cet arsenal réglementaire. On le voit, nous, c'est vrai, chez Mapal, nous qui sommes éditeurs de logiciels, on voit qu'en fin de compte, il y a de nombreux restaurants qui s'équipent de logiciels de gestion tels qu'Easylis. Dans l'objectif, en fin de compte, voilà, par rapport au gaspillage alimentaire, de planifier leur menu en amont avec, en fin de compte, un suivi des effectifs. Je rebondis sur l'observation de Guillaume. C'est vrai qu'en fait, il y a certains établissements où il y a, en fin de compte, tendance à surproduire. Parce qu'on ne maîtrise pas forcément les effectifs. Alors, je vois que Jérôme est là. Je vais lui donner la parole. Rebonjour Jérôme, si vous nous entendez et si vous pouvez prendre la parole, je veux bien que vous interveniez sur… Vous êtes là ou pas? On vous Oui, entend de absolument, très, très loin. je suis là. Je suis là. Parfait. Parfait. Je suis sans caméra parce que la caméra perturbe la liaison, mais sans caméra, apparemment, ça marche. Ok, écoutez, c'est parfait. Alors, pour simplement que vous puissiez raccrocher les wagons, on avait passé la partie réglementaire. Simplement, je pense que c'était intéressant peut-être pour les personnes qui sont avec nous ce matin, si vous pouvez faire un rapide rappel au niveau de la réglementation. Au niveau donc de tout ce qui est valorisation des biodéchets. Très bien. Alors là, nous sommes dans le domaine de la loi Grenelle 2 qui impose donc à tout producteur professionnel de déchets. Décidément, on a vraiment de la difficulté ce matin avec Jérôme. Je suis désolée, ça semble être un peu décousu. Je vous propose qu'on continue et on va voir si Jérôme va finalement réussir à nous rejoindre. Donc oui, avant que Jérôme revienne, c'est vrai qu'on évoquait donc l'adaptation nécessaire et la remise en… alors donc Jérôme nous rejoint. Jérôme, j'espère que vous allez pouvoir rester avec nous cette fois-ci. Ouais, non, ça semble être compliqué. Donc oui, on parlait en fin de compte qu'aujourd'hui, la maîtrise des effectifs, c'est véritablement pour éviter les surplus de production. C'est un axe qui est très fort et sur lequel, en fin de compte, les acteurs de la restauration travaillent. Alors, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas forcément facile de connaître, en fin de compte, les effectifs du jour J. C'est vrai qu'en fin de compte, la planification des menus avec des recettes qui sont portionnées, avec en fin de compte des effectifs qui peuvent être réadaptés en fin de compte au dernier moment, permettent d'acheter le juste nécessaire, de produire également le juste nécessaire et donc d'éviter les surplus et donc les invendus qui, par rapport à des contraintes d'hygiène et de sécurité alimentaire, ne peuvent pas forcément être représentés en fin de compte aux convives ou représentés. Alors certains oui, mais d'autres non. Également, on voit que ça y est, les restaurants collectifs ont pris le pli de mesurer leur gaspillage, aussi bien en cuisine qu'en reste assiette. Alors c'est vrai que bon, nous aujourd'hui, on propose une solution complètement autonome qui permette de mesurer régulièrement, puisqu'on sait que c'est pas facile de mobiliser le personnel qui est souvent contraint. Alors là, en plus, avec les difficultés de recrutement en restauration, ça l'est encore plus. En fin de compte, de mobiliser du temps pour peser les déchets, c'est pas forcément facile.
Mais bon, malgré toutes les mesures, la mise en place de nouveaux processus, la sensibilisation aussi, on voit que, ben, voilà, c'est vrai qu'il y a malheureusement des déchets qui sont inévitables. D'ailleurs, l'ADEME a publié un ratio, justement pour calculer simplement, la part des déchets inévitables. Ils ont publié un guide cette année, hein, en septembre, justement pour affecter en fin de compte un pourcentage pour mesurer, voilà, véritablement quel est le gaspillage en éliminant tout ce qui est inévitable comme, l'os de poulet, la peau du poisson, la peau de l'ananas, et cetera. Mais c'est vrai que bon, même si on essaye, de réduire, au maximum ces déchets, au niveau alimentaire, ben, il y a malheureusement toujours, de l'inévitable. Donc Too Good To Go, bah, ça fait longtemps que vous travaillez sur, sur ce sujet-là. Donc, au début, c'est vrai qu'en fin de compte, Too Good To Go est connu par, tout le monde, puisque aujourd'hui, je ne sais pas qui, dans le grand public ne connaît pas, la plateforme. Par contre, vous avez aussi, investi aujourd'hui donc, la restauration collective en proposant également donc des paniers repas. C'est bien ça, hein, Guillaume? Vous proposez donc des paniers Exactement. repas auprès des restaurants collectifs? Donc effectivement, nous, on a démarré il y a 5 ans plutôt sur la restauration commerciale, sur la distribution spécialisée comme les boulangeries, les primeurs, tous les commerces de quartier, en fait, qui effectivement se retrouvent aussi avec des invendus, une surproduction qu'ils ont cherché à prévenir, mais qui n'arrivent jamais à rendre à zéro totalement, et pour trouver une solution simple qui permettait du coup de connecter les consommateurs de l'application avec ces acteurs-là pour racheter à prix réduit, sous forme de panier surprise, donc ces invendus, et leur permettre de venir les chercher directement de façon agile sur ce commerce ou ce site de restauration. Et donc depuis maintenant plus de 2 ans, on adapte aussi cette solution à la restauration collective, donc que ce soit les cuisines centrales, les restaurants satellites ou les offices comme les écoles, ou des établissements de santé, des EHPAD, des ESAT, aussi la restauration hospitalière, et évidemment la restauration d'entreprise ou en administration. Mmh. Donc voilà, pour aussi faire en sorte que quand il y a une surproduction, et clairement avec le Covid, bah, on l'a vu, hein, il y a eu des aléas encore plus forts sur typiquement le nombre de convives dans des écoles, avec les fermetures de classes ou autres, aussi le télétravail qui rend beaucoup plus difficile la compréhension du nombre de convives qu'on va pouvoir Bien avoir sûr. chaque midi sur la restauration d'entreprise. Donc voilà, il y a cette surproduction. Bien sûr, il faut chercher à prévenir la surproduction. Les acteurs, ils ont déjà, clairement, c'est pas un sujet qui est nouveau. Ils mettent en place beaucoup de choses pour Mmh. chercher à comprendre au mieux possible le nombre de couverts que je vais avoir. Essayer aussi de changer parfois le circuit de distribution du repas pour voilà, mettre le pain en bout de chaîne, par exemple. Réduire un petit peu la taille des contenants pour aussi faire en sorte qu'il y ait le moins de restes d'assiettes possible. Et sur la surproduction qui est encore valorisable, plusieurs Mmh. choses. Donc soit effectivement mettre en place de la repasse, c'est-à-dire je réutilise quand c'est possible pour un service ultérieur, donc pour le lendemain ou le soir, toutes ces denrées que j'ai produites et que j'ai pas présentées directement en service, ou même je réadapte les menus du lendemain pour réutiliser certaines denrées différemment. Une autre solution aussi, c'est voilà, donner ou vendre au personnel de restauration, à l'équipe de restauration, ces denrées excédentaires en fin de service. Même Mmh. si ça, c'est vrai qu'il y a eu, il y a plusieurs cas de figure où il y a une notion de confiance en fait quand même à avoir avec l'équipe de restauration, pour aussi comprendre à quel point ça ne va éviter une dérive de surproduire. Donc plusieurs acteurs n'ont pas forcément vocation à aller sur ce type de solution. Le don à l'aide alimentaire qui clairement, on l'a dit avec Egalim, est favorisé, et qui se développe de plus en plus sur la restauration collective, mais où on se rend compte aussi que parfois il y a des soucis logistiques qui fait que voilà, les associations peuvent pas toujours passer tous les jours sur l'ensemble des sites de restauration collective, Mmh. surtout quand c'est des petits volumes. Et puis il y a des types de produits aussi, avec une DLC du jour par exemple, qui vont pas être susceptibles de récupérer directement. Et donc en complément, il y a aussi effectivement les applications de revente
comme Too Good To Go, avec cette notion de panier anti-gaspi, qui permet en complément voilà, d'être un peu la dernière roue de secours avant que cet excédent devienne un biodéchet et où on va rentrer dans une logique du coup de valorisation du biodéchet. Ouais. J'aimerais qu'on puisse donner la parole à Anaïs. Alors là, c'est vrai qu'on est un peu hors délai. Désolée avec ces soucis techniques que nous avons eus. J'aimerais qu'Anaïs, parce que c'est vrai que sur la partie gaspillage alimentaire, ça fait quand même quelques années qu'on travaille dessus. Sur la partie emballage, par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup d'avenues. Je pense que pas grand monde n'est prêt, hein, c'est ce qu'on disait. Anaïs, concrètement, quelles sont les solutions aujourd'hui? Comment, en fin de compte, on peut soutenir les restaurants à se conformer justement au volet réglementaire sur les contenants alimentaires? Alors, en fait, chez Pandobac, nous, on part d'une expérience, d'une expertise très concrète, puisqu'en fait, au départ, nous, on s'est lancé vraiment avec les fournisseurs de la restauration hors foyer, sur du coup de l'allocation de bacs réutilisables suivis et lavés. Tout ça, ça nous a permis de développer une expertise sur le réemploi d'emballage, et c'est cette expertise en fait qu'on met au service des acteurs de la restauration collective pour les aider à aborder les obligations des lois AGEC et EGalim. Et comme le faisait remarquer une des personnes, un des participants dans le chat, il y a un enjeu organisationnel, mais il y a aussi un enjeu budgétaire. Ouais, et donc, c'est en fait, certain. pour ça, en fait, ça nécessite on a une méthodologie en fait qui nous permet d'aborder tous les aspects qui sont liés au réemploi, qui vont être d'une part la partie choix de contenant, parce qu'il faut trouver un contenant adapté et conforme à la réglementation pour pouvoir livrer les convives, mais qui soit aussi adapté à la façon de travailler, aux organisations. Il y a un énorme enjeu sur la collecte. Donc, en fait, ça veut dire que nous, on accompagne en fait nos clients sur la partie trouver les bons prestataires pour la collecte, déterminer les bonnes fréquences de collecte pour assurer des opérations qui marchent. Il y a l'aspect suivi pour s'assurer que les contenants ne disparaissent pas. Il y a l'aspect lavage et enfin, du coup, l'aspect formation et sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la préparation des repas, la distribution, la récupération et même la sensibilisation des convives. Et donc, en fait, nous, là-dessus, notre approche, elle va vraiment être toujours de faire une étape de diagnostic pour bien comprendre, du coup, comment fonctionnent nos clients. Une étape d'étude où, en fait, on va faire de la modélisation à la fois budgétaire et logistique. C'est vraiment très opérationnel sur construire différents scénarios qui vont permettre de se projeter en termes de coûts, en termes d'investissement humain, en termes de logistique sur ce que ça va représenter de passer au réemploi d'emballage. Ouais. Et puis ensuite, on passe à une phase de pilotage et de mise en place d'expérimentation pour pouvoir tester grandeur nature sur des périmètres bien définis et pouvoir déterminer les conditions de déploiement pour passer sur des emballages réemployables. Donc je vous en prie, Ariane. Non, j'avais une question justement, si on parle, c'est vrai, en fin de compte, tout le monde se dit, oh là là, les coûts. C'est sûr que bon, pour réutiliser des emballages, il faut pouvoir les nettoyer. On s'entend que pour des gros restaurants, ça nécessite de s'équiper en laverie. Donc, vous aujourd'hui, justement, vous proposez d'externaliser en fin de compte cette partie-là, en fin de compte, de collecter en fin de compte les emballages, de vous les laver et ensuite de les restituer, c'est ça? Alors, pas exactement. Nous, en fait, vraiment, sur la partie restauration collective, on se positionne vraiment comme consultant externe. Donc, en fait, on va venir identifier plusieurs solutions et on n'opère aucune de ces solutions-là. C'est-à-dire qu'on part de nous, la solution qu'on avait déployée, mais sur la partie fournisseur de la restauration, donc sur des parties bacs de transport. Mais toute la partie conseil à destination de la restauration collective, nous, on n'a pas vocation à opérer ces solutions-là. C'est vraiment, on se positionne plutôt comme un acteur impartial et on fait plutôt, on ouvre une partie de notre réseau puisqu'en fait, on connaît bien tous les acteurs de la consigne du réemploi. On fait profiter du coup de cette expertise-là pour permettre aux différents acteurs de la restauration collective de choisir leurs prestataires, de pouvoir créer des scénarios et comparer des scénarios sur est-ce qu'il vaut mieux internaliser leur lavage ou l'externaliser. Et sachant que voilà, toutes les
les acteurs sont différents, ont des modes de fonctionnement différents. Donc, en fait, à chaque fois, ça justifie qu'on se repose les questions sur un schéma donné de ce qu'il faut aller modifier, ce qu'il faut aller rajouter et après pouvoir donner un aperçu. Mais c'est vraiment du coup du conseil pour aider à la décision et accompagner dans la transition vers le réemploi d'emballage. Ok. Et donc, du coup, j'ai rajouté quelques références de clients avec lesquels on travaille. Mais du coup, on travaille avec Scolares du groupe Compass et on a également Compass, pardon, et on a également accompagné la ville de Grenoble. C'était en lien avec Daba, qui est un opérateur de consigne, voilà, sur des sujets de réemploi d'emballage. Et peut-être juste après, pour un peu détailler les grands chantiers qu'il peut y avoir qu'il y a en ce moment pour la restauration collective et les différentes façons d'accompagner. En fait, donc du coup, nous, sur la partie mise en conformité avec la loi AGEC, on accompagne nos clients et on fait des études de la mise en place sur le remplacement des barquettes jetables pour le portage à domicile. Sur les GaLim, donc c'est tout ce qui est remplacement des barquettes plastiques pour le scolaire. Et ensuite, plus sur la partie emballage amont. En fait, nous, on peut intervenir. Là, c'est plus notre solution opérationnelle, mais ça va être contractualisé avec les fournisseurs qui fournissent les cuisines pour pouvoir permettre des livraisons en bac réutilisables. On travaille notamment avec Transgourmet, avec le groupe Transgourmet, donc pour développer des livraisons en bac réutilisable. Donc, c'est déjà le cas pour une partie de leurs produits de la mer et des fruits et légumes qui partent de Rungis. Et on a une expertise également sur l'optimisation de la gestion de parcs de contenants. Donc, pour des acteurs qui ont déjà des contenants, on peut les accompagner sur des sujets de suivi, de traçabilité, de lavage, de stock. Donc, c'est vraiment comment optimiser un stock de contenants réutilisables. Donc là, c'est plus sur des missions de conseil pour réussir à bien gérer ces flottes-là. Et je voulais aussi revenir il y a des acteurs aussi qui développent pas mal de solutions sur les contenants à emporter. Donc pas mal, notamment sur de la restauration d'entreprise pour les différents acteurs, pour que les personnes qui vont travailler puissent aller faire leur pause déjeuner à l'extérieur dans des contenants réemployables, parce que c'est aussi la restauration emportée, c'est aussi une grosse source de contenants jetables. Ah oui. Là-dessus, je peux citer notamment Gringo et Pixo qui développent des solutions de collecteurs, de location de contenants et de suivi pour que les consommateurs puissent avoir des solutions de contenants réemployables qu'ils puissent utiliser eux-mêmes. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup Anaïs pour ces éléments. On a débordé. Je ne veux pas mobiliser les gens qui se sont connectés à l'heure et qui pâtissent un petit peu des petits soucis de connexion que nous avons eu donc avec notre troisième invité, pardon. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais qu'heureusement, en fin de compte, la réglementation nous pousse à innover et à nous réinventer chaque jour, et c'est une bonne chose. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions aujourd'hui. Peut-être en guise de conclusion, Guillaume, Anaïs, vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'on commence à voir justement les premiers effets de cette réorganisation, de cette manière de repenser la restauration pour réduire le gaspillage alimentaire et pour réduire les déchets? Est-ce qu'en fin de compte, on voit qu'on est en train d'amorcer et que le changement est en train de s'opérer? Est-ce que vous voyez, vous, les évolutions sur le terrain? Allez, je commence. Non, mais clairement, en une minute, effectivement, on le voit. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit même lié nécessairement aux enjeux réglementaires, parce que c'est des sujets qui sont pris à bras le corps depuis quand même un bout de temps, avec forcément des niveaux d'engagement, des contraintes de temps, de priorisation de ces sujets-là qui sont jamais évidents, notamment pour les groupes. Mais effectivement, moi, je salue l'engagement de ceux qui prennent le temps d'aller comprendre, d'aller tester les différentes actions qu'on a citées aujourd'hui. Forcément, il y a un lien, il y a un sujet économique dans le gaspillage alimentaire, il y a un sujet environnemental, il y a un sujet social.
Et c'est aussi, voilà, quelle que soit la motivation première des différents acteurs, il y a un besoin d'agir qui se fait sentir de plus en plus. Je salue Sandra Estrade qui a mis un petit commentaire et qui effectivement aussi a été précurseur typiquement pour les cuisines centrales publiques autogérées, à tester les paniers en complément du don et en complément de beaucoup d'autres actions. Donc voilà, je pense qu'on a un besoin de continuer à se réinventer, à continuer à chercher des solutions qui marchent, qui sont réplicables aussi, c'est-à-dire qui peuvent s'étendre à plus Oui, en plus de à grande cas. échelle. Exactement, et qui en même temps ne créent pas d'autres dérives. Donc voilà, nous on s'efforce de se dire, bah, voilà, sur la valorisation, il faut que nos solutions n'aillent pas à l'encontre de ce qui est fait en parallèle pour prévenir justement cette surproduction, à titre d'exemple. Et nous-mêmes, on s'applique aussi de cette logique de se dire, bah, voilà, demain, il faut qu'on soit capable d'aller vers du réutilisable aussi, Oui. et de faire optimiser nos solutions. Anaïs, vous souhaitez ajouter quelque chose? Très brièvement, le fait que oui, on sent que c'est en train de changer. C'est vrai que la loi oblige de toute façon un peu à se poser aussi la question des emballages. Mais globalement, même en tant que citoyen et que consommateur, je pense que le grand public et nous tous en tant qu'individus, on est sensibilisés aux enjeux du gaspillage et des déchets d'emballage. Et donc, voilà, mon souhait, c'est qu'on arrive à mettre en place un réel effort collectif pour réussir à trouver des solutions et pour limiter et pouvoir supprimer ces emballages jetables. Oui, tout à fait. Mais écoutez, c'était le mot de la fin. Je vous remercie à tous d'avoir été avec nous ce matin. Désolée encore pour ces petits couacs de connexion. On fait régulièrement des webinaires sur cette thématique-là. C'est une thématique qui nous tient à cœur chez Mapal et chez Isilis. Et on a tout un tas de partenaires avec lesquels on travaille justement pour apporter des solutions concrètes. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre et à reparticiper prochainement à un webinaire sur cette thématique de réduction des déchets, de restauration responsable et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et une belle fin de semaine. Et voilà, merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.